Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire de CA Technologies autour du continuous testing, mais un peu plus spécifiquement, on le verra autour de l'automatisation des tests. Je me présente tout d'abord. Donc bonjour, Olivier Laplace, je suis architecte avant-vente dans une entité chez CA Technologies, donc éditeur de logiciels américain, qui couvre le DevOps. Et à l'intérieur du DevOps, on le sait, hein, il y a plusieurs sous-domaines, on va dire, hein, l'intégration continue, le continuous testing, le continuous delivery. Donc bien sûr, le sujet d'aujourd'hui qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le continuous testing. Dans le continuous testing, ça va être plutôt autour des campagnes, des cas de test, et plus spécifiquement de l'automatisation et des possibilités d'automatisation autour d'une approche qui repose sur le model-based testing. Donc ce webinaire, en fait, il fait suite à un certain nombre d'événements qu'on fait assez régulièrement, au moins deux, trois fois par an, qui sont des hackatests, donc événements d'une journée pendant lesquels les personnes, et peut-être, j'espère, certaines personnes qui étaient présentes au dernier hackatest ont la possibilité de suivre ce webinaire. En tout cas, ils auront la possibilité de le suivre soit en live, soit en direct, puisque c'est en différé, puisque c'est enregistré. Et donc ces hackatests permettent aux personnes qui viennent nous rejoindre pendant une journée de pouvoir appréhender d'une part le MBT, Model Based Testing, en tant qu'approche, changement de paradigme autour de la manière d'aborder les exigences et les cas de test. Et puis, plus spécifiquement, ARD, donc notre solution, le Generic Requirements Designer, qui implémente donc ce concept du MBT. Et bien évidemment, en une journée, on ne peut pas tout aborder, tout traiter. Et donc, l'idée derrière, c'est d'approfondir certains sujets plus spécifiquement, plus particulièrement, avec un webinaire dédié. Et celui-ci va donc adresser l'automatisation autour d'ARD et du MBT. Voilà. Et d'autres suivront peut-être pour d'autres contenus. Donc, le contenu que je vous propose est le suivant. Je ferai un bref rappel, mais vous l'avez compris, l'idée, hein, c'est pas d'avoir une présentation sur le MBT, pas plus que sur Agile Requirements Designer, mais bien plus d'aborder l'automatisation des tests à travers Agile Requirements Designer. Donc, je ferai néanmoins un bref rappel, parce que c'est toujours intéressant de savoir dans quel contexte on se situe. Et puis derrière, assez classiquement, on ira adresser l'automatisation des tests. Et j'espère, hein, si tout se passe bien techniquement, vous faire une démo également pour vous montrer comment les choses se passent plus concrètement. Hein. Donc un peu de théorie, un peu de concept et puis un peu de pratique également. J'ai fait un slide particulier pour donner quelques pointeurs qui vous permettront, on le verra, d'aller plus loin si vous le souhaitez, par vous-même et ou avec notre aide, bien évidemment. Et puis, je souhaite qu'on garde les 5 ou 10 minutes, j'espère, en fin de présentation, pour adresser les questions qui seront soumises. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de Bright Talk. L'intérêt, c'est effectivement, c'est enregistré, donc on a la possibilité de pouvoir réécouter ou écouter de manière différée la présentation. Par contre, il n'y a pas d'échange interactif, donc vous ne pourrez pas me poser oralement les questions. Par contre, vous pouvez tout à fait, et je vous y engage, poser des questions à travers l'interface. Et donc, je prendrai, comme je disais, les 10 dernières minutes pour adresser le maximum de questions et répondre aux interrogations qui peuvent être les vôtres, soit issues de la présentation, soit tout simplement vous pouvez avoir dans le cadre du métier qui est le vôtre au jour le jour. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est très important. Donc, Model Based Testing et ARD, donc comme je disais, l'idée pour moi c'est de faire un bref rappel, hein, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, simplement rappeler que le Model Based Testing c'est un concept qui existe depuis finalement 10-15 ans et qui autour des approches UML déjà permettait de modéliser graphiquement, de représenter graphiquement, en tout cas sous une certaine forme, des exigences, des fonctionnalités. Bon, je ne m'appesantirai pas sur les raisons pour lesquelles, autour du ML, le concept n'a pas forcément pris l'essor qu'il aurait dû avoir. Mais l'idée, ça part bien d'un concept, d'un principe qui est que
l'approche traditionnelle qui vise à écrire et à décrire de manière textuelle et ou Excel des fonctionnalités, des exigences, représente quelque part trop d'ambiguïté et en tout cas ne représente pas un support suffisamment partageable pour que les différentes parties prenantes puissent avoir un support commun d'échange et de partage rapide, efficient, efficace. Donc ça, c'est le point de départ finalement de la réflexion et du changement de paradigme. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, plus les visions divergent et quiconque a déjà travaillé a dû reprendre des exigences exprimées sous forme de texte, c'est très bien qu'il y a énormément d'ambiguïté, qu'il faut à chaque fois réaborder, se réapproprier, et donc c'est long, c'est fastidieux, et de toute façon, reste toujours de l'ambiguïté. Donc, plus les visions divergent, plus le problème est grand à travers les différentes parties prenantes, les différents acteurs. Ce qu'on va essayer de chercher à faire avec le MBT, c'est d'avoir un support parce que graphique, parce que visuel, parce que simple d'usage dans sa première approche, et ça c'est très important, va permettre aux parties prenantes et tout particulièrement aux métiers de pouvoir, si ce n'est modéliser directement les contenus, les besoins fonctionnels, en tout cas pouvoir interagir avec les personnes qui auront modélisé graphiquement pour s'assurer, valider que les fonctionnalités, les règles de gestion sont bien complètes et sont bien représentatives de ce qu'ils avaient en tête. Donc ça, c'est vraiment la base du point de départ du MBT. Et donc derrière, après, c'est ce qui va nous emmener vers un certain nombre de solutions, dont ARD, qui vont implémenter ce concept du model-based testing. Donc, Agile Requirements Designer, c'est le nom de notre solution chez CA Technologies qui va permettre d'implémenter ce concept. On verra qu'il y a tout un ensemble de valeurs à aller chercher avec ARD, et bien entendu, celui sur lequel on va plus se focaliser aujourd'hui, c'est l'automatisation. Néanmoins, il est intéressant de rappeler qu'elles sont multiples, donc limiter l'ambiguïté à travers cette représentation graphique et se créer un support, un véritable support d'échange partageable au travers des différentes parties prenantes, alors qu'il s'agit de profils différents. On peut parler de business analyst, de product owner côté métier, mais bien sûr aussi de testeurs, voire d'architectes fonctionnels. Et ce serait important que ces personnes puissent échanger sur une base référentielle commune. Derrière ARD, et donc Agile Requirement Designer, alors la notion d'Agile n'indique pas que seuls les projets agiles sont concernés par l'usage de ce type de solution et de ce type de concept, simplement qu'on va aborder les requirements, les fonctionnalités de manière beaucoup plus agile. Donc double promesse, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où les fonctionnalités, les requirements, on les représente graphiquement, ce que j'appelle moi des logigrammes, organigrammes, vous pouvez appeler ça comme vous voulez dans votre imaginaire, eh bien la solution va permettre d'optimiser la couverture, c'est-à-dire de tendre vers une couverture égale à 100%, mais tout en garantissant un cas de test minimum. Donc le plus bas cas de test possible, nombre de cas de test possible pour une campagne, tout en garantissant une couverture fonctionnelle optimale, là où on sait que c'est toujours difficile d'estimer, de juger la couverture par rapport à un volume de tests qu'on peut être amené à faire, qu'on a construit dans le cadre d'une campagne en repartant des exigences. Donc, représentation graphique, on le voit un petit peu sous la forme d'un modèle sur la partie gauche ici, de manière très simple. C'est important d'avoir bien deux niveaux d'usage de la solution, d'interaction, je dirais. Un premier niveau qui doit être très simple. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'on souhaite que le métier soit partie prenante, au moins à un moment donné. Moi, je dirais qu'idéalement, bien sûr, si on pense à l'agile, par exemple, penser que les PO ou les personnes rattachées au PO modélisent, c'est un peu la cible qu'on souhaiterait véritablement. Est-ce que ça se passera comme ça dès le début? C'est pas certain. Mais en tout cas, à un moment donné, il va falloir que ces personnes puissent interagir. Et il faut donc qu'il y ait de la simplicité. Ça, c'est très important. Après, on verra que, comme il y a d'autres valeurs à aller chercher, il y a aussi d'autres niveaux d'usage et de complexité dans la solution qui sont importants. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à de la modélisation. Il y a bien plus de valeurs à aller chercher autour des jeux de données, autour de l'automatisation, autour de l'interaction et de l'intégration avec tout l'écosystème technologique autour du test. Et tout ça, c'est également quelque chose qui est important. Donc on représente de manière non ambiguë les exigences, les fonctionnalités. Et puis, donc, on représente véritablement la logique attendue. On voit au milieu qu'il y a un petit bloc orange qui est très important parce qu'il permet de faire appel à des sous-logigrammes. Et donc, c'est ce qui va nous permettre
de véritablement définir le bon niveau de granularité dans nos logigrammes, et comme les cas de test sont à la fois calculés par niveau de logigramme et répercutés sur les niveaux supérieurs, eh bien c'est aussi ce qui va nous permettre d'avoir le bon niveau de granularité pour modéliser l'ensemble d'une application, que ce soit dans sa globalité comme ça, ou plus réalistiquement parlant, je dirais par itération. Hein, si on parle de cycle en V ou qu'on parle de sprint, eh bien, chaque nouvelle itération va apporter à la fois son lot de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles exigences et de modifications sur des exigences existantes. Et c'est important de répercuter tout ça. Hein. Si on accole ça à l'agilité, en agilité, on va avoir des user stories, des features, des épiques. Eh bien, on va pouvoir représenter l'ensemble de cette structuration hiérarchique grâce aux appels aux sous-processus. Et on va enrichir une feature de sprint en sprint en venant alimenter les user stories qui, à chaque sprint, vont venir compléter, enrichir, donc fonctionnellement, la feature en question. Et donc on aura typiquement des cas de test peut-être beaucoup plus complets que ce qu'on a simplement avec les critères d'acceptance dans les user stories au niveau des user stories. Par contre, en remontant au niveau des features, on s'intéressera peut-être plus spécifiquement aux tests d'homologation de bout en bout, au cas passant. Hein, mais par contre, on aura bien une cohérence globale d'ensemble avec un référentiel documentaire qui sera cohérent. Donc ça, c'est important. Donc, on modélise, et derrière, après, la solution sur la base d'algorithmies mathématiques va nous permettre de calculer, cette double promesse, vous vous souvenez, calculer le nombre minimum de cas tests qui vont être nécessaires, tout en me garantissant une couverture maximale tendant vers 100% des cas d'usage. Très important. Donc, algorithmies mathématiques, il y a d'ailleurs certains algorithmes qui, plutôt que tendre vers cette double promesse et entre autres de couverture à 100%, va plutôt nous permettre de faire du risk-based testing en allant au travers d'algorithmes probabilistiques calculer par exemple tous les cas de test qui ont une probabilité supérieure à X% de se passer. Et donc là, je vais plutôt avoir une approche de type risk-based testing. Tout ceci va dépendre de la nature de mon application et des fonctionnalités qui solliciteraient ce type de besoin. Une fois calculés ces cas de test, donc c'est très bien, on est dans le cadre d'une itération. Ce qui est important, et une des raisons aussi pour lesquelles le continuous testing aujourd'hui est un domaine, j'ai presque envie de dire le domaine le plus intense sur lequel les entreprises se posent le plus de questions dans le DevOps, c'est que l'intégration continue a eu des réflexions il y a 5-10 ans maintenant, on continue de délivrer également, et on se rend bien compte que, poussé par tout un ensemble de sujets, le testing doit aussi un petit peu évoluer, j'y reviendrai. Mais donc, ça veut dire que les projets ont de plus en plus des itérations qui sont, au moins pour certains types de projets, courtes et fréquentes. Et donc, il faut aussi concevoir la manière d'aborder ces campagnes de test en tenant compte de ces itérations. Et alors que traditionnellement, classiquement, de manière standard, d'itération en itération, on a assez tendance à construire, à reconstruire les campagnes, eh bien, ARD va permettre de pouvoir aborder les campagnes par delta. Comment ? Simplement parce que, je le disais tout à l'heure, chaque itération vient apporter de nouvelles fonctionnalités et modifier des fonctionnalités existantes. Eh bien, sur la première itération, sur la base des logigrammes, donc des exigences, ARD a calculé un certain nombre de cas de test. Deuxième itération, je peux être amené à apporter des modifications que le métier a souhaitées, ou corrigeant peut-être des anomalies ou des imperfections. Eh bien, ARD va automatiquement nous dire, attention, vous aviez à la première itération 25 cas de test. Sur ces 25 cas de test, vous avez 8 cas de test qui sont impactés par les modifications que vous avez apportées dans votre logigramme. Et à partir de là, je peux avoir plusieurs stratégies. Et l'une des stratégies, ça peut être de demander à ARD de corriger, de prendre en considération ces modifications de telle sorte que les scénarios, les cas de test, viennent prendre en compte ces modifications apportées. Derrière, ARD va également avoir la capacité de nous dire « mais attention, vous n'avez plus 100% de couverture ». Et pour retrouver les 100% de couverture, il faut aussi peut-être ajouter ces X cas de test, admettons 4. Et ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet, dans des itérations qui sont fréquentes, qui sont courtes, de pouvoir vous focaliser par itération véritablement sur l'essentiel de ce que vous devez tester. L'essentiel, c'est a priori tout ce qui est nouveau, tout ce qui a été modifié. Pour peu que vous ayez bien testé le reste à l'itération précédente, vous allez pouvoir vous focaliser véritablement sur l'essentiel. Donc, analyse d'impact qui vous permet d'aborder d'itération en itération les modifications
et donc de construire, de faire évoluer vos campagnes par itération en fonction des besoins spécifiques. On y reviendra, hein, parce que dans le cadre de l'automatisation, c'est aussi un sujet important. Qu'est-ce qu'on automatise et comment, finalement, on prend en compte l'évolution autour de ce qu'on a automatisé. Hein, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est ce qui nous emmène à ce que j'ai un petit peu commencé d'aborder, de dire que pourquoi finalement le continuous testing, aujourd'hui, on sent beaucoup d'appétence sur le sujet? Parce que, comme je disais, l'intégration continue, les développeurs ont, depuis une dizaine d'années, beaucoup fait évoluer ce qu'on appelle la PIC, plateforme d'intégration continue, avec gestion de versionning, packaging, build automatisé, repository, etc. Depuis 3-5 ans, je dirais, le continuous delivery, la partie Ops s'est aussi intéressée, l'automatisation des déploiements, comment le prendre en compte, comment optimiser, améliorer l'efficience dev, Ops. Et puis on se rend bien compte que les applications, c'est bien de les développer de manière efficiente, c'est bien de les déployer de manière efficiente, mais il va aussi falloir de la qualité. Et pour la qualité, bien sûr, il faut tester. Et le test a toujours été un petit peu, je ne vais pas dire le parent pauvre, mais un peu la variable d'ajustement, qui a toujours subi un petit peu les retards de la partie dev, mais comme on doit livrer, on s'adapte sur la partie testing. Aujourd'hui, avec l'accélération des releases, avec l'accélération des itérations, eh bien, il faut aussi faire évoluer cette approche traditionnelle, alors qui est un peu décrite de manière très, très synthétique, très schématique ici, mais de dire, bon voilà, j'ai un métier qui exprime des besoins, des requirements, des fonctionnalités. Donc, il y a la prise en compte de ces requirements. Donc, il faut lire la manière dont ces exigences sont écrites, décrites avec l'ensemble des règles de gestion. C'est long, c'est fastidieux, c'est compliqué. Il y a de l'ambiguïté, comme je disais tout à l'heure. À partir de là, on va créer peut-être des matrices d'exigences, on va créer les cas de test correspondants et donc correspondant à une campagne donnée. Il va falloir identifier les jeux de données correspondants qui sont propres et spécifiques aux règles de gestion et aux besoins fonctionnels tels que décrits dans les exigences. Ensuite, on va décrire tout ce qu'on a besoin en termes d'interaction d'IHM, d'interface. Et puis peut-être on va automatiser des scripts, donc en repartant là encore des scénarios et en codant les scripts correspondants ou en enregistrant, on y reviendra. Et puis ça, on peut le pousser dans un repository qui va être en mesure de stocker l'ensemble des assets tels que créés dans le cadre de ce processus. Et puis une nouvelle itération, globalement, on repart un petit peu, on réitère sur l'ensemble de ces différentes tâches. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à partir de cet acquis-là, qui est un acquis un petit peu historique, et on va essayer d'aller vers le continuous testing, donc un petit peu le deuxième étage de la fusée du DevOps, indispensable pour que l'intégration continue d'une part et le continuous delivery d'autre part soit véritablement opérant et efficient. Donc, ce qu'on va chercher à faire, on va s'appuyer sur le modèle best testing, donc cette idée de représenter graphiquement les exigences, les fonctionnalités, et à partir de là, et grâce à des outils appropriés, on va pouvoir générer automatiquement l'ensemble de nos assets de test. Alors par asset de test, on entend quoi? Globalement, assez schématiquement, les cas de test, scénarios qui composent une campagne, les données associées, et éventuellement les scripts automatisés sur toute partie des scénarios de test. Et on aura l'occasion de revenir, il y aura peut-être des questions sur le sujet, sur qu'est-ce qu'il est pertinent, intéressant d'automatiser. Parce que tout n'a pas vocation à être automatisé. On y reviendra, l'automatisation, c'est un investissement non négligeable dans tous les cas. Et puis l'analyse d'impact qui va permettre d'adresser et d'aborder cette nouvelle démarche, cette nouvelle approche de manière itérative. Parce que c'est important, il ne faut pas reconstruire systématiquement, on ne peut pas se le permettre. Donc il faut pouvoir, d'itération en itération, pouvoir faire vivre et accompagner ce processus et ce modèle. Et puis, ce qui est représenté sur la partie droite est très important, c'est-à-dire qu'au même titre que l'intégration continue ou le continuous delivery a dû, pour ses parties propres, interagir, s'intégrer, s'interfacer avec l'écosystème propre et spécifique au domaine, il va en être de même avec le continuous testing. C'est-à-dire qu'il s'agisse de référentiels de test, qu'on parle d'HPLM, qu'on parle de Squash dans l'Agile, qu'on parle de Jira, de Agile Central, de Jira X-Ray, Zephyr, etc. Qu'on parle d'outils d'automatisation, que ce soit
au niveau de la suite HP, que ce soit de Ranorex, que ce soit du Selenium, du Cucumber Gherkin, etc. Il va falloir que notre processus, et donc nos logigrammes, nos cas de test, puissent interagir, puissent s'intégrer, s'interfacer avec tout cet écosystème technologique. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Donc voilà, c'était important quand même de replacer un peu en contexte le MBT, ARD et pourquoi en fait ça fait sens dans le continuous testing, dans le DevOps. Et maintenant, on va plus spécifiquement aborder ce qui nous intéresse davantage, l'automatisation des tests. Alors, d'abord en commençant par rappeler en prenant un petit peu de recul. Hein. C'est bien de prendre un petit peu de recul. Pourquoi j'ai la chance d'avoir beaucoup d'interactions dans le cadre de mon métier avec des entreprises un peu de tout secteur, de tout verticaux. Alors, des gens quelquefois plus du dev, quelquefois plus du test, etc. Et quand on en vient à parler du testing, puisqu'il y a cette prise de conscience qui est avérée pas plus tard qu'il y a 2 jours, enfin ces derniers jours il y avait JFTL et on voit bien qu'il y a une appétence, il y a un intérêt très très fort. Enfin, moi j'ai vraiment découvert, je me suis rendu compte qu'il y avait une appétence et un intérêt qui était vraiment très très fort autour de ce sujet-là, plus encore que les années précédentes. Sur la nécessité un peu peut-être d'aborder les choses sous un angle un peu différent, de les faire évoluer. Et quand on discute avec les clients qui se rendent compte, les entreprises qui se rendent compte que ces sujets doivent évoluer, ils disent on s'est bien rendu compte que le testing est un vrai sujet, il faut qu'on fasse bouger les lignes, il faut qu'on fasse bouger les choses, et donc on va automatiser les tests. Et en fait, alors c'est toujours intéressant parce que cette idée de concevoir et de voir l'automatisation comme le Saint Graal quelque part de l'évolutivité, de l'évolution et de l'amélioration des processus de testing, c'est quelque chose d'intéressant. Mais moi, à titre personnel, en tout cas nous chez CA Technologies, on le voit plus comme une finalité qui vient compléter, qui vient aboutir l'évolution d'une démarche d'une manière plus globale, plus systémique autour du testing. Parce que juste concevoir l'évolution, vous avez vu les 2 diapositives, slides précédentes que j'ai montrées, sous l'angle de l'automatisation, on prend le risque de passer à côté de tout un ensemble de valeurs. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est important pour moi de redire qu'il y a de la valeur à améliorer la couverture, à mieux la maîtriser, qu'il y a de la valeur à pouvoir faire évoluer ces campagnes par Delta, à prioriser les cas de test. Des fois, il y a des entreprises qui me disent « mais c'est très bien d'optimiser », d'aller vers plus de couverture, mais moi, dans tous les cas, je sais que j'ai pas le temps de dérouler tous mes tests. Si vous pouvez m'aider à prioriser les tests que j'ai à dérouler, ça a beaucoup de valeur pour moi. Et ça, c'est aussi des choses qu'on sait faire, qu'on sait aller chercher sur le chemin de l'automatisation. Donc, l'automatisation, c'est quelque chose qui va être très important, peut-être indispensable à un moment donné, mais attention à ne pas laisser sur le bord du chemin tout un ensemble de valeurs qu'il est très intéressant d'apporter dans le cadre de l'évolution des démarches. Alors, quelques éléments. L'idée pour moi ici, c'est pas nécessairement d'y répondre, mais c'est en tout cas de bien rappeler et surtout à ce que chacun en prenne conscience et le garde à l'esprit. Automatiser ces tests, ça représente toujours un investissement non négligeable. Si parmi les auditeurs qui participent ici, il y a certaines personnes qui ont déjà automatisé ou participé ou sont en relation avec des gens qui automatisent, le savent, c'est un coût non négligeable, c'est un investissement non négligeable. Pourquoi ? D'abord parce que ça fait appel à des profils d'automaticiens, qui sont pas forcément les plus nombreux sur le marché. Donc on est proche finalement d'applications où il faut coder, scripter, il faut faire évoluer, il faut tenir compte des données, être proche des scénarios. Et donc c'est un investissement non négligeable dans la réalisation, mais pas seulement, dans la maintenance également. Et puis sur un sujet sur lequel je reviendrai parce que c'est très très important, c'est comment finalement, toujours parce qu'il y a ces itérations qui sont de plus en plus fréquentes, on va être en capacité de faire évoluer nos scripts tout en tenant compte de l'évolution des exigences d'une part, et donc de l'évolution des cas de test qui s'en déclinent d'autre part. Ensuite, il n'est pas anodin non plus de rappeler que quand on croise un peu les études nous disent que plus de 70% des tests aujourd'hui sont encore faits manuellement. Et moi, globalement, je suis pas très en ligne avec ces études-là. En tout cas, moi, ce que mes échanges me permettent de constater,
c'est qu'aujourd'hui, on a de manière plus probable, plutôt 80-90% qui sont encore faits manuellement. Hein. Donc il y a tout un chantier autour de l'automatisation qui reste à faire. Et donc ça pose des questions sur le quand, par exemple. Quand je dois automatiser, quand je dois faire évoluer. Est-ce que c'est à chaque campagne, à chaque sprint si je suis en agile, à chaque release majeure, à chaque features, voilà, autant de questions qui se posent. Quel test? Est-ce que, bien sûr, on pense au TNR, au test de non-régression, mais comment les identifie-t-on? Comment les faisons-nous évoluer au fur et à mesure, là encore, des itérations? Comment identifier les fonctionnalités cœur de métier qui vont peut-être évoluer d'itération en itération. Finalement, si on tend vers l'automatisation, c'est pour quels objectifs? Est-ce que c'est tout simplement parce que j'ai pas le temps humainement de dérouler les cas de test que j'ai identifiés et qui sont pertinents? Est-ce que c'est pour m'intégrer et véritablement faire du continuous testing dans la continuité de l'intégration du continuous integration? Et donc, voilà, d'automatiser, de piloter, d'aller sur des chaînes d'usines logicielles qui soient plus ou moins automatisées sur un certain nombre de tâches, du début de l'édification jusqu'à la mise en production. Donc, c'est important de prendre en considération tous ces sujets-là. C'est pas pour moi aujourd'hui l'objet et l'idée d'adresser tout ça. Par contre, c'est important pour moi, hein, mon discours est toujours très transparent. D'abord, n'attendez pas à ce qu'un outil vous transforme le premier point, qui est que l'automatisation est un investissement non négligeable, et il le restera. Après, l'outil peut, et bien entendu, c'est ce qu'on souhaite, améliorer, faciliter, accélérer, vous permettre de mieux gérer les interdépendances, les relations, etc. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, il va vous aider aussi à aller vers l'automatisation dans le cadre de l'évolution de votre processus de testing. Mais il ne va pas vous imposer quelque chose. L'outil n'est pas là pour vous imposer quelque chose. Ça, c'est important. Moi, j'ai des questions, quelquefois, qui me disent, on y reviendra, oui, mais les référentiels, ou on met les scripts de test, etc., etc. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend si vous êtes en agile ou pas, ce que vous utilisez comme référentiel ou pas, etc., etc. Bon, on y reviendra. Donc, c'était important de redire ces choses-là. Plongeons maintenant un petit peu plus profondément dans l'automatisation, notre cœur de sujet. Globalement, avec ARD, vous pouvez aborder l'automatisation, on va dire de manière un peu schématiquement, de deux manières différentes, deux approches. Une approche qu'on va appeler dite standard, voilà. Quelle va être cette approche? On va modéliser donc les exigences, on va faire nos logigrammes, nos organigrammes dans ARD. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec l'aide des automaticiens bien évidemment, enrichir des librairies de scripts d'exécution. Alors, ces librairies de scripts, ces petits morceaux de scripts, on appelle ça des snippets. Alors, les snippets, on ne l'a pas inventé, hein, ça vient, vous savez, dans les IDE, c'est ce qu'on appelle quand on fait un assemblage de touches et automatiquement, ça nous génère, ça nous crée un facilitateur, un ensemble de lignes prédéfinies. Donc, c'est un accélérateur de raccourcis. Eh bien, qu'est-ce qu'une snippet dans cette librairie ARD de script d'exécution? C'est tout simplement un morceau de script dans un langage donné qui va permettre d'exécuter une action sur un objet donné. Donc, par exemple, dans un formulaire, de renseigner tel et tel champ et de cliquer sur valider, ou bien dans une pick-list, de choisir un élément d'une pick-list, par exemple. Voilà. Et puis, une fois enrichie cette librairie de snippets, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller dans les blocs appropriés du logigramme de référence, les snippets correspondant à l'action donnée, puisque dans les logigrammes, on a des blocs de décision qui comportent l'intelligence et des blocs d'action qui comportent des actions qui peuvent être humaines ou d'appel de service ou finalement derrière, tendant vers l'automatisation, on va tout simplement copier ces éléments-là. Donc les snippets sont des éléments unitaires complètement réutilisables et partageables. Et d'ailleurs, on le verra, je vous ai mis un pointeur d'ailleurs, l'idée derrière, c'est que vous gériez de manière, comme n'importe quel asset finalement de développement ou d'un projet ou d'une application, dans Git ou autre, je vous ai mis un lien pour le gérer dans Git, vous allez gérer et faire évoluer en fonction des itérations votre librairie de snippets ou vos librairies, puisque vous pouvez en avoir plusieurs en fonction des outils d'exécution cibles qui peuvent être différents. Je vous montrerai deux cibles, une cible Selenium, une cible Gherkin Cucumber par exemple. Et puis une autre approche,
peut-être depuis un enregistrement Selenium. C'est-à-dire que là, on va non seulement tendre vers l'automatisation, mais on va aussi accéder à un facilitateur dans la création des logigrammes de référence. C'est-à-dire que si on considère une application web, je vais enregistrer un ou plusieurs scénarios au travers de Selenium, et je vais exporter ces scénarios en JSON, et je vais pouvoir utiliser cette source-là comme import dans ARD pour générer mes logigrammes de référence. Et donc, je dirais que 80-90% du travail de création du logigramme va être fait automatiquement, avec rattaché, si j'utilisais une source JSON, eh bien une automatisation à base de JSON Selenium. Voilà les deux démarches qui sont possibles. Alors, si on rentre plus dans le détail de comment les choses se passent, et ensuite je vous montrerai concrètement ce qu'il en est et comment ça se passe dans la solution. Donc, première approche standard, automatisation des tests. Donc, on crée notre logigramme de référence. Ça peut être en partant des user stories, en fonction des exigences que le métier peut nous partager. Donc, on génère notre ou nos logigrammes de référence. On va, avec les automaticiens, comme je le disais, créer et enrichir une ou plusieurs librairies de scripts d'exécution. Donc ici, on voit très bien à quoi ça ressemble. On voit sur la partie droite une snippet, code snippet. Donc ici, c'est du JavaScript ou du Java. Ça peut être le langage que vous voulez, propre et spécifique à la solution d'exécution que vous avez retenue, ou à celle que vous avez retenue. Et on voit que donc cette snippet, elle va permettre de faire une action donnée sur un objet donné. Et toute cette librairie-là, l'idée, on voit bien que ces snippets ont pour objectif d'être d'une granularité réutilisable. C'est-à-dire que j'ai des éléments qui sont des éléments communs, de type dans tel langage, voilà comment je fais, je recherche un élément, ou je prends un élément d'une petite liste, ou j'actionne tel bouton. Et ensuite, on va variabiliser les éléments qui ont nécessité à être variabilisés, de telle sorte effectivement que tous ces composants puissent être réutilisables. Donc on variabilise, et c'est ce qui va nous permettre de réutiliser de logigramme en logigramme les mêmes snippets. Bien entendu, il n'est pas question de réécrire une snippet pour chaque bloc et chaque logigramme, ça perdrait tout son sens, bien évidemment. Donc, j'écris mes logigrammes, j'enrichis avec les automaticiens mes librairies de snippets. ARD, c'est calculer les cas de test, automatiquement, au travers des algorithmies et recherches de la meilleure couverture possible, optimisation des cas de test. Et une fois calculés les cas de test, eh bien, on va pouvoir demander à ARD de générer les scripts d'exécution et de les générer dans le langage approprié au framework d'exécution souhaité. Ça peut être du Ranorex, du Gherkin Concombre, du Selenium, de l'UFT, en fonction de votre librairie de snippets que vous avez enrichi. Et donc, à partir du moment où, en partant des cas de test, ARD va générer les scripts d'exécution, il va compiler, concaténer l'ensemble des snippets qui sont utilisés dans le cadre d'un scénario de test, et il va, pour chaque snippet, interpréter les données qui sont nécessaires. Ces données pouvant être définies, je dirais, statiquement, au moment où on copie-colle la snippet dans le bloc approprié, ou dynamiquement, en allant puiser, grâce à un composant qui s'appelle le data painter, au travers d'une combinatoire d'une multitude de fonctions différentes qui permettent de générer, d'utiliser des listes aléatoires avec des pourcentages d'usage, en allant requêter dans des bases de données par exemple, de pouvoir prendre les données correspondantes et spécifiques. Par exemple, je souhaite tester une authentification à un moment donné dans mon scénario, je peux aller prendre des user mots de passe parmi une liste aléatoire de 10 user mots de passe pris dans une table par exemple, et je vais venir alimenter comme ça aléatoirement mes données de telle sorte d'avoir des données représentatives. Vous vous souvenez, les assets, ce triptyque cas de test, données, script automatisé, quelque chose de très important, et j'y reviendrai, c'est très important de pouvoir le gérer en cohérence d'itération en itération. Donc on a créé notre logigramme de référence, on enrichit notre librairie de snippets, et à partir de là, on copie-colle les snippets dans les blocs d'action correspondants, et une fois calculés les cas de test, on génère les scripts. À partir du moment où ils sont générés, on va pouvoir les exporter, et les faire jouer par le robot en question, piloté par un orchestrateur ou pas.
Donc, d'accord, je vois que j'ai une question. Alors, je vais plutôt les garder pour la fin et au fur et à mesure, bien sûr, j'essaierai de toutes les répondre. Hein, donc, soyez pas inquiets, je les adresserai. Mais pour garder un petit peu la cohérence, je vais procéder de cette manière-là. Mais n'hésitez pas, hein, c'est très important, posez toutes les questions que vous souhaitez. Hein. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de pouvoir, cette démarche-là, la faire évoluer, la prendre en compte d'itération en itération. Une des problématiques difficiles dans l'automatisation, dans l'approche standard, c'est quoi? Déjà, quand garder le lien entre campagne, cas de test et évolution des exigences, c'est quelque chose de très difficile. C'est la raison pour laquelle les entreprises qui ont des référentiels, qui ont 10, 15 ans, ont énormément de cas de test dedans, et pour la grande majorité des cas de test qui ont plus du tout d'intérêt. Pourquoi? Parce que, tout simplement, pour chaque itération, pour chaque version release, on a été amené à recréer des campagnes, des cas de test, etc., etc. Donc, ce premier lien, il est déjà difficile à garder. Mais le lien derrière, où on va scripter des scénarios, et donc garder ce lien triptyque entre script automatisé, scénario de test, exigence, est quelque chose qui n'existe pas. Et la plupart des entreprises vous diront, bah nous, ce qu'on fait, c'est que quand on a eu des modifications, on a des scripts automatisés, on les déroule. Si le test passe, c'est que les modifications n'impactaient pas cette fonctionnalité. S'il ne passe pas, c'est que ça impactait. Et si ça impactait, bah de deux choses l'une, où on a le temps et l'argent pour prendre en compte les modifications, et souvenez-vous, c'est un investissement non négligeable, c'est vrai. Soit on n'a pas le temps, et bah on verra l'itération suivante. Et c'est comme ça que les choses se passent. Et là, vous voyez bien qu'en procédant comme ça, vous avez la possibilité, la capacité de garder en cohérence ce triptyque. C'est-à-dire que, 1, vous faites évoluer vos exigences, vos logigrammes. Ils évoluent dans le temps de version en version. 2, les cas de test, les campagnes évoluent dans le temps grâce à l'analyse d'impact et à l'évolution des campagnes par delta. Et comme vous générez vos scripts d'exécution en partant des cas de test qui ont évolué, et ben vous gardez la cohérence de l'évolution et le lien entre évolution des exigences, évolution des scénarios des campagnes de test et script automatisé. Ce lien-là, vous le gardez d'itération en itération. Et ça, c'est quelque chose de très important. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un investissement, qu'il n'y a pas des choses à faire, mais c'est très important. L'autre approche, en partant de Selenium, on va partir d'une application. Selenium, on enregistre les scénarios, on exporte en format JSON par exemple, et on va utiliser ce format exporté pour créer automatiquement le logigramme de référence. Donc après, l'utilisateur inspecte et finalise le logigramme, c'est l'histoire des 80-20 globalement. Hein. Faut le voir pas comme quelque chose qui fait tout seul, mais comme un accélérateur, un facilitateur. On inspecte, on modifie, on adapte éventuellement le logigramme de référence et derrière, automatiquement, de la même manière que, après, les choses se passent exactement de la même manière que pour la démarche 1, c'est-à-dire que calcul des cas de test et génération des scripts automatisés. D'accord? Alors, pour en savoir plus et aller plus loin, je vais tenter de partager mon écran avec vous. Voilà, pour vous montrer un peu plus spécifiquement. Donc, je fais un clic ici. Voilà, et je devrais pouvoir partager avec vous cette partie-là. Voilà. Donc, normalement, voilà, le partage doit se faire. Ce que vous voyez là, donc c'est la dernière version hein, de Agile Requirements Designer. Et je vous mettrai, vous verrez pour aller plus loin, un lien qui vous permettra de télécharger une version d'essai qui est valide pendant un mois avec l'ensemble des features et donc, entre autres, l'automatisation. Hein. Donc, première des choses, donc, vous vous souvenez, il est question de librairie de snippets de script d'exécution. Hein. Donc en fait, pour accéder, on fait appel à l'automatisation. Ici j'accède à une ou plusieurs librairies de snippets. Ici, par exemple, j'en ai une orientée Gherkin, donc plutôt orientée BDD, Business Driven Development, dans lequel je définis pour des objets donnés. Hein, c'est toujours le même principe. Pourquoi on a souhaité procéder de cette manière dans RD? C'est pour être le plus agnostique possible par rapport aux solutions d'exécution. Il en existe tellement. Et je dirais presque chaque semaine ou chaque mois, en tout cas, de nouvelles solutions viennent enrichir le marché et apporter des approches différentes. Donc pour nous, c'était important d'avoir ce niveau d'abstraction pour, quels que soient finalement vos choix, vous puissiez
aller vers l'automatisation et pousser derrière vos scripts d'automatisation et les piloter avec l'outil que vous voulez. Donc vous définissez, on voit comme ça qu'il y a de la variabilisation, hein, typiquement, tout ce qui est encapsulé par des tildes comme ça sont variabilisés. Donc ici j'ai une partie concomber, donc je vous montrerai typiquement un exemple ici d'un logigramme, hein, voilà, donc un logigramme ça ressemble à ça, alors pour les personnes qui connaissent déjà, des blocs de décision dans lesquels on a des règles de gestion, des blocs d'action, et on va faire un copier-coller. Donc je retrouve ici mon automatisation, hein, ici avec ma librairie de snippets. Et l'idée, le principe, c'est lequel? Je vais dans les connecteurs, donc au passage, on voit toute la capacité d'interaction avec les différentes solutions de l'écosystème du continuous testing, hein, les référentiels, gestion de projet, outils d'exécution. Et donc je vais dans la partie automatisation, et là, tout simplement, je vais faire des copier-coller dans les blocs d'action. Le fait de faire un copier-coller, comme ça, me permet de variabiliser. Là où j'ai de la variabilisation, je peux le définir statiquement ou dynamiquement en utilisant les fonctions, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Donc il faut bien garder à l'esprit, cette librairie, elle a vocation à être générique pour l'ensemble de vos besoins. Hein. Une fois que j'ai copié-collé dans l'ensemble des blocs d'action, c'est-à-dire des carrés mes besoins, eh bien, je fais appel à la capacité d'ARD de calculer mes cas de test. Hein. Donc là, ici, j'en ai 4 qui ont été calculés. Je vais refaire la démarche pour vous montrer tout simplement. Je choisis mon algorithmie. Hein. Voilà, optimisation de la couverture, optimisation des cas de test. Je regarde si j'ai des boucles, j'ai pas de boucles. Donc, très bien. Je calcule mes cas de test. Je les sauvegarde, c'est-à-dire je les rattache au logigramme de référence. Je peux utiliser des templating de nommage, en utilisant entre autres des règles de nommage fonctionnel, par exemple. Voilà, et je retrouve mes cas de test ici, et là, ici, je vais pouvoir lui demander, alors bien sûr, exporter ces cas de test vers un écosystème et l'ensemble de mes référentiels, hein, ça c'est une chose, mais je vais pouvoir aussi lui demander de générer, donc au passage aussi, juste un rappel sur les notions de couverture, donc m'assurer que j'ai bien 100% de couverture, et donc générer, mes scripts d'exécution. Voilà, et donc pour chacun de mes cas de test ici, il va me générer, à la façon BDD, Gherkin, hein, dans un langage qui est très proche des critères d'acceptance des user stories. Donc c'est très intéressant parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez derrière, par exemple, exporter. Donc là, on est peut-être dans une approche un peu plus orientée agile user story, mais exporter dans votre référentiel, ça peut être Jira X-Ray, Jira Zephyr. Et donc pour les PO, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur parce que c'est exactement un langage tout à fait générique que de PO en PO, ils peuvent se partager pour tout simplement reprendre les critères d'acceptance dans un format BDD tout à fait partageable. Hein. D'accord? Donc c'est un exemple. Ce que je vais vous montrer ici en le déroulant un peu plus complètement, c'est plus autour de Selenium. Donc je vais fermer cette partie-là. Et donc Selenium, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une deuxième démarche qui est celle de partir d'un enregistrement. Hein. Donc partir d'un enregistrement, ça veut dire que je créerai un nouveau logigramme de référence. Je vais l'appeler Selenium Test. Ok, on voit il y a du versionning, très bien. Par défaut, il me crée un bloc de début, un bloc de fin. Et là, plutôt que de créer en fait mon logigramme et donc mon intelligence, je vais utiliser les capacités d'import et entre autres depuis Selenium Builder. Donc là, j'ai juste à aller chercher l'export que j'ai fait. Donc là, c'est un export d'un petit site qui me permet de choisir des destinations aériennes et donc d'acheter des billets d'avion pour des destinations aériennes. Donc j'ai enregistré un petit scénario de type Paris-New York ici. Je prends l'export JSON Selenium. Voilà. Et là, automatiquement, ce que je vais lui demander, c'est d'importer dans ARD, donc de créer le logigramme de référence. Il me demande, est-ce que vous voulez rattacher les blocs de début, blocs de fin? Oui. Donc là, je vais lui dire, je peux créer un nouveau automatiquement, une nouvelle librairie de scripts, de snippets d'exécution propre et spécifique à ce besoin. Donc je lui dis, je crée ou je modifie. Donc oui, crée-en un nouveau. Voilà, et tu vas l'appeler... je l'appelle Toto, je vais très vite ici parce que le temps passe, voilà. Et donc automatiquement, on voit que ce qu'il a fait, donc après il faut juste remettre un petit peu de mise en forme, mais en fait automatiquement il m'a créé ce qui correspond à mon scénario. Donc sur mon scénario, sur l'URL Blaise Demo, je vais choisir un Paris-New York, et de là il me propose différentes compagnies aériennes, je choisis le billet, etc., etc. Et en fait, si je clique sur un bloc, ici automatiquement dans la partie automation, il m'a rattaché la snippet, donc ici en mode JSON, puisque c'est ça que j'ai importé, qui correspond donc
à l'action donnée qui va être demandée. Donc ici, c'est l'ouverture d'un navigateur avec l'URL qui est passée en paramètre. D'accord? Donc, pour aller un petit peu plus loin et directement en Selenium, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir donc le gigagramme-là, qui est exactement la même chose. Simplement, ce que j'ai fait, et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que j'ai rajouté 2 blocs par rapport à ce que j'ai importé, qui sont un bloc d'initialisation et un bloc de finalisation. Pourquoi? Parce qu'au niveau de mes scripts, j'ai besoin d'avoir de l'initialisation, comme je suis en Selenium, le WebDriver, etc. Et puis pareil, au niveau de la finalisation, fermer un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait appel. Ici, j'ai une librairie d'exécution qui, cette fois-ci, est propre en Selenium. Donc, voilà, j'ai des parties de script. Alors, moi, c'était un petit peu plus naturel pour moi de le faire en Java ou en JavaScript. Donc, ici, je l'ai construit en Java. Mais vous pouvez l'imaginer dans le langage d'exécution, ce que vous voulez. Ça peut être du Node.js, ça peut être ce que vous voulez. Encore une fois, agnosticité par rapport et à la solution et au langage, ici, dans ce cas particulier de Selenium. Donc, ici, j'ai un certain nombre d'objets et donc d'actions qui sont spécifiés. Voilà, ici j'ai l'appel à mon WebDriver local, etc. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait un copier-coller de ces snippets avec, ici on voit, j'ai variabilisé le class name. Et donc, dans la partie initialisation, dans la partie automatisation, voilà, j'ai une partie snippet ici, d'initialisation, tout ce que je dois importer. Ensuite, ici, du début de la définition de ma classe avec le nom que je vais lui donner, etc., etc. Et donc, toujours le même principe, ARD me permet de calculer, donc je vais faire exactement l'intégralité de la démarche, donc j'efface mes cas de test. Je vais utiliser l'algorithmie pour calculer mes cas de test. Ici, j'ai une boucle, donc je vais lui demander d'itérer au moins une fois dessus. Je calcule mes cas de test. J'ai bien 2 cas de test, le cas passant et puis le cas où je peux rechoisir une destination différente si je le souhaite. D'accord? Je sauvegarde mes cas de test. Très bien. Et là, je vais pouvoir lui demander de générer les scripts correspondant à ces cas de test. Voilà. Donc, il me génère les scripts. Ce premier script-là, ici disponible, je vais l'exporter. Donc, je vais l'exporter dans le répertoire Selenium Script. On voit ici au passage que je vais aller dans Selenium Script. Non, je vais dire c'est mieux. Voilà, on voit j'ai rien du tout. D'accord, donc très bien. Donc ce que je vais lui demander, c'est tout simplement d'exporter ce script. Je vais lui donner le nom qui est là. Voilà, on va dire qu'il s'appelle. Voilà, et puis on a dit qu'ici c'était du Java. Bon, c'était un peu plus simple pour moi, et je vais l'exporter. Voilà, donc il me l'a exporté. Ok, très bien. Donc si je retourne dans la partie ici. J'espère que j'ai toujours rendu disponible mon écran. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tac, 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 tac. Est-ce que... Où es-tu? Mon sharing. Je ne retrouve plus. Tac, tac. Alors... Voilà, me voilà revenu ici. Et donc, voilà, je peux aller dans... Donc, ici, mon répertoire, on voit bien que j'ai ma classe MySeleniumTest qui a été créée. D'accord? MySeleniumTest, si je vais dans la partie ici, donc Selenium et puis script, j'ai bien ma SeleniumTest que je peux ouvrir. Voilà, et on voit que j'ai bien mon script ici qui est créé. Alors, du coup, maintenant, ce que je peux faire, c'est même aller plus loin. Et donc, si je vais le compiler, mySeleniumTest.java, voilà. Et puis derrière, je vais le lancer. Voilà. Et puis donc, il va exécuter automatiquement le script qui a été généré. Donc, hop, il va ouvrir un navigateur. Et puis, voilà. Donc, il va choisir une destination, Paris-New York. Très bien. Il va demander les vols disponibles. Il choisit un vol. Voilà. Et derrière, si ça lui plaît, il va l'acheter. Et donc, en fait, en bas, voilà, il y a tout le résultat. Et voilà, le test est terminé. Et donc, si
je suis amené demain à faire évoluer l'aspect fonctionnel, je vais modifier mon logigramme de référence, peut-être rajouter, modifier des snippets en conséquence, et lui demander de régénérer les scripts d'exécution. Si sur les deux cas de test que j'avais ici, donc je vais fermer ça, je suis amené, il y en a un qui est modifié. Il me dit, attention, par rapport aux modifications que vous avez apportées, il y a un cas de test qui change. Je vais lui demander de régénérer le script par rapport à ce cas de test-là. Donc on voit qu'on va garder complètement le lien entre exigence d'une part, scénario et cas de test d'autre part, et puis script automatisé d'autre part. Donc comme le temps passe et que je veux adresser les questions, je vais revenir sur la partie, ici, voilà, de présentation. Sur mes diapositives, pour aller plus loin, alors vous aurez la possibilité, on va aller assez vite dessus, si vous avez le temps de le prendre c'est très bien, sinon n'hésitez pas à revenir dessus. Vous avez le lien pour télécharger la version d'essai. Vous avez le lien, donc gratuit bien évidemment, pour l'ensemble des fonctionnalités dans l'automatisation, le lien sur la documentation, des vidéos d'apprentissage. D'ailleurs, quand vous démarrez sur la version 2.8, vous verrez qu'en bas de la partie, donc si je reviens ici, sur ma partie Welcome, en bas ici, vous avez tout un ensemble de vidéos, dont l'automatisation que vous pouvez aller consulter. Donc vous avez plein de vidéos comme ça qui vous permettent de démarrer de manière très ludique et très pertinente. Voilà, je vous ai mis un lien dans la documentation, typiquement pour gérer vos librairies au travers de Git, d'automatisation, pour les gérer en configuration. Nous contacter, donc j'ai mis, c'est pas que je pense qu'à moi le matin en me levant, mais ça me semble plus simple de mettre mon adresse mail, olivier.laplace@ca.com. Vous avez probablement déjà des contacts, des liens avec CA Technologies, n'hésitez pas à contacter les personnes que vous connaissez. Voilà, donc questions-réponses. Je vais prendre le maximum de questions-réponses pendant les 5 minutes qui nous restent ici. Alors, si nous faisons déjà du BDD, quel est l'intérêt à nouveau d'ARD? Y a-t-il de la documentation technique pour ce point précis? Alors, si vous faites déjà du BDD, encore une fois, donc c'est très bien, vous avez, business driven développement, vous faites programmatiquement. Pourquoi j'ai voulu revenir un petit peu sur le MBT et sur ARD? N'oubliez pas toute la valeur que vous allez tirer d'ARD autour de l'optimisation de vos cas de test de vos campagnes. Peut-être vous êtes en agilité. En agilité, c'est quoi vos cas de test? Globalement, c'est les critères d'acceptance. Voilà, qui se limitent aux cas passants et qui sont, en général, dans la plupart des cas, insuffisamment complètes. Là, vous allez avoir une complétude des cas de test bien plus importante. Ça veut dire d'ailleurs au passage que vous aurez probablement plus de cas de test avec ARD que vous auriez eu en partant des critères d'acceptance. Mais par contre, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'aller beaucoup plus loin dans la profondeur des tests, les cas passants, les faux positifs, faux négatifs, etc. Et puis en remontant par contre au niveau des features, vous aurez la possibilité d'aborder ça sous l'angle de l'homologation et des tests de bout en bout. Donc, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est que vous allez garder le lien de ces scripts-là entre l'expression des besoins, des exigences, des user stories d'une part, les scénarios, les cas de test d'autre part, et ce que vous allez automatiser en termes de script. Et peut-être que vos BDD, vous les exportez dans le référentiel qui peut être du Jira X-Ray ou du Zephyr par exemple. D'accord? Donc l'intérêt, il est là. D'accord? Quelles charges de formation estimées pour utiliser cette solution? Il y a deux choses qui sont importantes. Un premier niveau d'usage qui est la représentation, la modélisation des logigrammes, très simple. Il y a 2 jours de formation, vous êtes autonome. On fait des hackatests, on forme les gens pendant 40 minutes et ensuite, en 5 heures, ils sont autonomes pour modéliser les exigences. Très simple. Après, il y a un deuxième niveau de compétence. La gestion des données, l'intégration avec les solutions techniques autour du continuous testing, les référentiels, l'automatisation. Et là, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est quelque chose qui est tout à fait abordable pour les profils là plus orientés test cette fois. Ok, donc comment capturer avec ARD les tests non fonctionnels et les rendre automatisables, par exemple, gestes avec application mobile, performance, Bashflow, API. Alors, les notions de capture, on peut partir de capture de type Selenium ou Appium, par exemple, et l'utiliser en source pour créer les premiers niveaux de logigramme de référence.
Hein, ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Hein. Je vous ai montré au travers de l'export Selenium et donc de l'import dans le logigramme de référence. Donc, c'est une approche qu'on peut tout à fait avoir. Comment doit se transformer le métier d'ingénieur d'automatisation avec ARD? Alors, pour les automaticiens, c'est pas quelque chose qui va changer de manière très très importante. C'est plus, par contre, dans la manière de concevoir les tests. Hein. Donc là, c'est plus autour de quid des métiers, quid des testeurs, dans le fait de créer les logigrammes de référence, d'interagir avec le métier pour valider très rapidement ce qui a été implémenté. Tout ça, c'est très important. Hein. Mais pour les automaticiens, alors c'est plus sur le fait qu'on va travailler les librairies de snippets, ça c'est important, hein, pour les rendre génériques, utilisables, combinables de manière importante. Une question, est-ce vraiment ARD qui propose cette librairie de snippets? Nous, on propose sur la base de nos expériences et de nos usages, typiquement par exemple autour de Selenium, des choses. Après, il convient de les enrichir par rapport aux besoins. Vous pouvez, par rapport à vos applications spécifiques, avoir des besoins et donc des snippets spécifiques. C'est pas quelque chose qui représente un travail énorme. Après, ce qu'il faut bien se dire, c'est que de toute façon, l'automatisation, c'est un investissement et il y a une charge. Et donc, cette charge de création, d'enrichissement des snippets, elle existe à la base. Ce que vous voulez aller chercher derrière après, c'est ce triptyque. Ce triptyque entre exigence, cohérence du triptyque entre exigence, optimisation des cas de test, y compris avec l'analyse d'impact et donc la création par delta, et la génération des scripts automatisés. D'accord ? Donc il y a une question autour d'ARD qui fonctionne en mode SaaS. En fait, c'est pas encore le cas, ça sera le cas très prochainement dans la version prochaine ou celle juste d'après. Pour cet été, il y aura une version en mode SaaS qui sera disponible. Voilà. Donc on arrive à la fin. Après le sujet est voilà. Je vous engage à prendre support pour aller plus loin. N'hésitez pas à nous contacter, c'est un vrai sujet. Après, on peut faire des maquettes avec vous, on peut aller de plus en plus loin en fonction... nous, on utilise par exemple ARD, l'engineering ARD utilise Ranorex pour automatiser les tests dans le cadre des développements autour d'ARD. D'accord ? On a aussi des clients d'ARD qui utilisent Ranorex. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser le framework que vous souhaitez. Il y a un investissement à la base, c'est normal, mais il y a une richesse à aller chercher derrière. Donc je vais m'arrêter là, on arrive à la fin. Merci beaucoup pour l'ensemble de questions qui montrent l'intérêt que vous portez. Et puis j'espère à très vite, à très bientôt, pour peut-être une suite en direct, une prise de rendez-vous, ou bien dans le cadre d'un autre webinaire qui irait plus loin sur un autre sujet. Donc merci beaucoup, bonne journée à tous et à bientôt.